to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Vous aussi, votre rapport à ce film, est-ce que vous l'aviez déjà vu en salle de cinéma? Et puis surtout, le revoir aujourd'hui et le rapport avec ce film, j'aimerais bien en savoir davantage. On peut commencer. Oui, alors moi, du coup, je l'avais découvert en avant-première au Festival du film coréen. Donc, du coup, c'était aussi mon dernier visionnage. Donc, j'avoue que je ne me souvenais pas de tout. Mais c'était, à la fois, c'était aussi frappant que lors du premier visionnage. Mais je dirais qu'en plus, il y a des choses qui m'ont davantage sauté aux yeux, principalement dans la manière dont c'était construit. Et du coup, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Donc, mais voilà. Mais du coup, émotionnellement, c'était toujours aussi fort quand même. Quant à moi, honnêtement, c'était la première fois que je le voyais en salle. J'ai découvert le film assez tard, en fait. Globalement, je connaissais le film via la vidéo que Johan avait écrite pour le Ciné Club, mais ça fait partie des films qui étaient sur ma liste de films à voir. Et en fait, ça a été l'occasion. Je l'ai découvert donc cette semaine en préparant en fait la venue ici. Donc c'est un film qui est tout récent dans mon esprit sur pas mal de points. Alors avant qu'on commence à parler vraiment de mise en scène, ce que vous faites sur votre chaîne, j'aimerais bien, pour ceux qui sont présents, pour moi aussi bien évidemment, nous expliquer un peu, contextualiser le rôle, la place de ce cinéaste dans cette cinématographie-là, et que dit son cinéma en général? Alors ça va être compliqué d'en parler beaucoup, puisque ce que vous venez de voir, c'est son unique film en fait. C'est son unique long métrage, puisqu'à la base c'est un scénariste. C'est quelqu'un qui a démarré sa carrière avec Bong Joon-ho. C'est lui, donc Kim Seung-woo. Il avait coécrit en fait le script de Memories of Murder avec Bong Joon-ho. Et ça faisait depuis des années qu'il souhaitait en fait réadapter ce fait divers, puisqu'à la base, ce que vous venez de voir, c'est une adaptation très libre d'un fait divers qui est arrivé au début des années 2000, c'est-à-dire justement donc, un bateau de pêche sud-coréen qui avait recueilli illégalement des immigrants chinois. Et en fait, ils avaient jeté une partie justement des migrants en mer, puisqu'ils étaient morts, tandis que l'autre, ils les avaient posés en fait sur une terre, enfin sur un segment de la Corée. Et en fait, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, c'est un des matelots. Je ne sais plus si c'est un des matelots ou un des immigrés qui, justement, un des clandestins qui a vendu la mèche aux autorités. Et résultat, donc, ça a fait un scandale, donc ça a fait les titres, les titres des journaux, etc. Et après, le fait divers est devenu une pièce de théâtre. Et Kim Seung-woo, en fait, voulait adapter la pièce de théâtre. En fait, c'est cette pièce de théâtre-là qu'il a tirée de ce fait divers, qui lui a donné envie de passer d'en faire un long métrage. Donc il a attendu des années avant de pouvoir le faire, avec l'aide de Bong Joon-ho, qui a été producteur et co-scénariste de ce premier long métrage, à qui il a également refilé une grande partie de son équipe technique, notamment son chef opérateur. Et donc en fait, Kim Seung-woo a pu tourner ce film dans les meilleures conditions possibles. Donc avec le soutien de Bong Joon-ho à la production, et surtout en fait le film a été tourné en grande partie en mer, enfin dans la mer, avec une autre partie en studio. Très humblement, il a dit justement qu'il remercie énormément son équipe pour ce premier long et tout. Mais après donc le film a eu 2 prix donc aux équivalents des Oscars coréens, et après plus rien. Quand je dis plus rien, littéralement, il n'a plus fait de long métrage depuis 2014. Si je peux me permettre, en fait, le seul crédit que j'ai trouvé à son nom, c'est un crédit en tant que scénariste sur un film Doraemon en 2018. Donc Doraemon, c'est un personnage de manga japonais dédié aux enfants, une espèce de chat robot bleu qui est très populaire au Japon depuis les années 80 et qui a régulièrement des films quasiment tous les ans. Et donc il a participé à une adaptation de L'île au trésor pour un film Doraemon en 2018, et
à part ça, il n'y a rien eu d'autre. Donc ça a été un peu un grand disparu du cinéma coréen. Comme il y en a en fait beaucoup, parce que en fait j'en discutais justement avec Célia, Célia de la chaîne, enfin de la page Twitter Célia cinéma coréen. Et en fait elle m'a expliqué, puis je l'ai su après dans ce très bel ouvrage que je vous recommande, qui est le cinéma coréen, donc qui est une très grande encyclopédie sur ce cinéma-là, donc des origines jusqu'à nos jours. En fait, ça a été très compliqué pour un bon nombre de cinéastes qui ont été révélés durant les années, fin des années 2000, fin des années 2010, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la seconde vague, c'est-à-dire après Bong Joon-ho, Kim Ji-won, etc. Ça a été très difficile pour celles et ceux qui ont suivi après on va dire, de continuer à faire leur métrage. Parce qu'en fait, en parallèle de ça, il y avait aussi l'explosion des K-dramas à l'international. Et c'est un truc qui ressort justement du livre Le cinéma coréen, c'est-à-dire que vu que les K-dramas cartonnaient beaucoup plus, le gouvernement et ainsi que les majors, et notamment Netflix, ont davantage investi dans les K-dramas en fait, dans tout ce qui était les séries télé, etc., qui cartonnent à l'international. Et pour vous donner un autre exemple, la même année, j'avais découvert un premier film aussi qui était très intéressant, qui s'appelait Girl at My Door, d'une jeune réalisatrice qui s'appelait Julie Young, qui avait fait donc ce premier long, et elle avait mis plus de 10 ans avant de faire un second long métrage qui s'appelait About Kim Choi, qui est sorti l'an passé. Et pareil, par exemple, il y a un autre talent qui s'appelait Yoo Jong-bing, et qui a fait justement donc un super film d'aventure qui s'appelait, inspiré des 7 samouraïs, qui s'appelait Kundo, qui a fait un film d'espionnage qui a très bonne réputation, qui s'appelle Spy God North. Donc talent très prometteur, et aujourd'hui il tourne des séries pour Netflix. Voilà, donc c'est pour ça en fait que c'est très compliqué, on va dire, pour l'industrie du cinéma coréen, dans la mesure où les séries ont plus ou moins pris le relais. Et beaucoup en fait travaillent avec plus ou moins de succès sur ces productions-là, etc. Et je terminerai dessus. Au même moment où on parle, donc il y a le festival du cinéma coréen qui a lieu au même moment à l'autre bout de la ville. Et donc si vous avez l'occasion également de vous y rendre pour voir justement, prendre la température du cinéma coréen et découvrir de belles choses, ben n'hésitez pas. Voilà. Pas ce week-end. Non, ouais, pas ce week-end. Soir. Voilà, pas ce week-end, je précise. C'est très étrange quand vous évoquiez cette absence de ce cinéaste, scénariste, encore que, comme tu le disais, parce que ça résonne, me concernant, assez beau, enfin de manière assez belle, pardon, avec le dernier plan du film. C'est quelque chose de très étrange. Je ne connaissais absolument pas la vie je ne connaissais pas cette anecdote-là, mais c'est très étrange parce que à ce moment-là, il y a dans ce très beau jeu de chant contre chant, finalement, lui, ce cinéaste, il est entre les deux. Il n'est ni l'un, ni l'une, ou ni les filles d'enfants, mais entre les deux. Il y a quelque chose de très beau et qui aussi, finalement, est dans le film. Il y a toujours cette idée un peu particulière de trace, d'invisibilité. D'ailleurs, le mot invisible est évoqué dans ce film. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Disons que pour moi, la question de la trace dans le film est d'autant plus importante que la pièce de théâtre en fait était vraiment déjà quelque chose qui travaillait l'invisible. Alors c'est des échos qu'on a pu en avoir seulement via des interviews que le réalisateur avait donné, mais ce qu'il avait dit, ce qu'il avait marqué dans la pièce de théâtre, c'est qu'elle travaillait énormément sur le hors scène en l'occurrence. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir tous les figurants qui se font littéralement découper sur la scène. Donc il y avait énormément de travail sur le son, sur ce que les spectateurs entendaient, ne voyaient pas. Et à partir de là, je pense que c'est quelque chose qui l'a vraiment intéressé de reprendre en fait cette idée et de travailler sur le côté visible-invisible jusqu'à ce fameux... jusqu'à cette seconde partie où le brouillard va invisibiliser complètement tout ce qu'il y a autour pour ne se recentrer que sur le drame qui se joue entre les personnages. Je sais pas si Anaïs.
Dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que sur l'invisibilité, je pense qu'on ne peut pas faire mieux au cinéma que le brouillard. Parce que c'est vrai que le brouillard, c'est un collègue qui me disait ça très justement, il dit, en blaguant, mais il disait le 7e jour, Dieu se reposa, et le 8e jour, Dieu inventa la machine à fumer pour le cinéma. Parce qu'en fait, c'est... Donc tu insinues que Dieu est producteur de cinéma. Voilà, c'est ça. Et en fait, plus sérieusement, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un élément qui est extrêmement cinégénique pour figurer l'invisible. Ça paraît très évident dit comme ça, mais beaucoup de techniciens qui bossent justement sur ce type de projet, sur ce type d'éléments, vous diront que c'est déjà très difficile à maîtriser, mais c'est un élément qui est totalement évocateur immédiatement dans l'image. À la fois d'un point de vue pour masquer justement, c'est simplement le hors-champ, c'est-à-dire mais c'est un hors-champ qui a une puissance d'évocation qui est quasi immédiate. On ne va pas refaire le topo du brouillard dans le cinéma fantastique parce que c'est aussi bien un magnifique cache-misère chez des types comme Roger Corman ou Mario Bava, etc. dans les années 60, ou aussi bien une figure narrative qui est parce qu'elle est abstraite, notamment dans Fog, etc., de Carpenter, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui reprend justement cette idée très belle de l'invisibilité à travers quelque chose qui est la définition même du fantastique, mais qui est très dur à faire, c'est l'abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on quitte de plus en plus la réalité sociale pour aller vers un fantastique abstrait. Et la fin est totalement abstraite, c'est-à-dire jusque dans la psyché, la psychologie des personnages, avec notamment le commandant Kang, où on comprend qu'il est totalement, littéralement dans les vapes, c'est-à-dire littéralement perdu dans sa psyché, à tel point qu'il a perdu pied avec la réalité. Et ça, c'est une figure en plus qui travaille, qui est un élément très présent dans le cinéma et la littérature fantastique. Cette idée qu'en fait, le fait que vous ne voyez pas, que vous êtes perdu par rapport à vos repères géographiques et sociaux, puisque mine de rien, le bateau, c'est un microcosme social. Le fait que cet élément abstrait débarque détruit tout, quelque part. Détruit tous nos repères et détruit tous nos repères psychologiques, notre tenue psychologique, qui fait que, justement, les passagers deviennent fous et sont ramenés soit des instincts primaires et bestials, notamment la sexualité, soit, dans le cas de Kang, il se rend compte qu'en fait, il a perdu, on va dire, ce microcosme social sur lequel il avait la main mise, en fait. Sur lequel il avait la main mise, puisqu'il y a clairement une structure de classe qui ressort dans le film. Avec, en plus, cette idée qui préfigure, justement, alors, probablement est-ce la patte de Bong Joon-ho à l'écriture, c'est clairement un film qui annonce son parasite. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte un brouillon de la thématique, jusque dans les dialogues, puisqu'ils disent « vous êtes des bandes parasites », où en fait, il y a cette idée que le FMI, enfin du moins l'économie, n'en a rien à faire que vous soyez pêcheur sud-coréen ou immigrant chinois. C'est clairement dit dans les dialogues, etc. Au final, c'est le FMI, c'est la question du capitalisme, etc. Ce qui sera beaucoup plus exploité dans justement Parasite de manière beaucoup plus, on va dire beaucoup plus réaliste entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous avez clairement un film qui démarre sur un côté social et qui devient un film fantastique old school. Quand je dis old school, c'est dans le sens où il amène toute une tradition du cinéma gothique transposée dans un décorum contemporain. Et en même temps, un côté très romanesque, puisque c'est clairement un film qui reprend des attributs liés à la fable maritime, tel que justement, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, qui ironiquement rejoint beaucoup ce que faisait... à la même époque, fin des années 70, début 80, Carpenter justement sur Fog, quand il rendait hommage à Edgar Allan Poe, et ce dès l'intro, et bien évidemment à Steven Spielberg sur Les Dents de la Mer, puisque c'était clairement une référence avec le commandant Kang, qui est en fait une relecture de Queen, qui était assumée jusque dans la fin, etc., qui est une relecture du climax de la mer. Il y a aussi le Capitaine Achab. Voilà, c'est ça, de Moby Dick, qui était Thierry, dont s'est inspiré Peter Benchley, puis Spielberg. Voilà. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur le fait que plus on avance et plus le film, via le brouillard, va vers l'abstraction. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans la façon dont les personnages évoluent. C'est-à-dire, au début, à première vision, en fait, je me dis,
comme on peut se dire, ok, les personnages deviennent fous à cause de ce qu'ils ont fait. Et en fait, en le revoyant, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas tellement qu'ils sont fous, c'est qu'ils sont ramenés à leur description en fait, telle qu'elle est faite dès le début du film. C'est-à-dire que vous allez avoir donc le commandant dont on vous présente qu'il est attaché à son bateau et que rien d'autre ne compte, qu'il est prêt à se surendetter, qu'il est prêt donc à faire du trafic clandestin pour garder son bateau, et donc il va y rester attaché littéralement jusqu'au bout. Vous avez le personnage du mécanicien en chef qui est caractérisé au tout début par ses dettes. C'est quelqu'un qui est criblé de dettes et donc il doit se cacher sur le bateau. Et en fait, lorsqu'on passe de l'autre côté de la narration, en fait, sa folie, entre guillemets, va s'exprimer par le fait qu'il va se sentir redevable des morts qui viennent découper. Et donc il va dire, il faut que j'aille informer leur famille. Donc il va reconnaître sa propre dette envers les gens qui sont morts et envers leur famille. Vous allez avoir donc les deux marins qui sont obsédés par le sexe, donc ils vont le rester, et surtout le plus jeune des deux qui lui est caractérisé par sa frustration. C'est-à-dire que la première fois qu'on le voit comme tel, c'est lorsque son collègue ramène une prostituée, lui est sur son lit, il essaie de voir, et au final il s'en va, mais il essaie quand même d'avoir le nom de la prostituée, et on sent en fait que lui ressent une frustration vis-à-vis de son collègue, et c'est justement ce qui va ressortir à ce moment-là de l'histoire, lorsqu'il va dire mais pourquoi lui il a eu la fille avant moi, moi aussi je veux mon tour, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment en fait une épure des personnages, jusque même dans le héros qui lui est présenté comme quelqu'un de relativement bon, d'altruiste, et qui va l'être jusqu'au bout. Justement, moi je trouvais ça intéressant que tu parles que le film passe de l'autre côté, parce que une impression que j'ai eue justement quand je parlais de la structure, c'est que pendant toute la première partie du film, il y a des choses que le film se permet en termes de tonalité et de rupture de ton, de faux semblants, de désamorcer des moments qui pourraient être dramatiques, mais finalement les rendant comiques, des choses comme ça. Je ne vais pas tout énumérer, mais il y a quelque chose qui m'a frappé aussi quand il y a cette espèce de montage séquence avant le début avant qu'on voit le titre, du coup. Donc c'est présenté un peu comme un montage qui nous montre la routine des marins avec une musique derrière qui fait le liant. Et en plein milieu, il y a un accident qui pourrait être quelque chose d'extrêmement dramatique ou sur lequel il pourrait y avoir du suspense ou des choses comme ça. Mais le film dédramatise complètement ça et montre ça comme une part de la routine de la vie quotidienne et tout ça. Et puis voilà, donc après, comme je disais, je ne vais pas énumérer, mais il y a aussi plein d'éléments comiques où on est clairement chez Bong Joon-ho et des trucs comme ça. Genre par exemple le type qui sort du champ et qui re-rentre qui re-rentre juste après. Et voilà. Et du coup, à partir du moment où ils se rendent compte que tous les Sino-Coréens sont morts, à cette occasion-là, le film ne se permet plus du tout ce type de rupture de ton et va jusqu'à la fin proposer des moments qui sont beaucoup plus frontaux en termes de ce qui sollicite comme émotion chez le spectateur, quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, il y a une sorte de fuite en avant de la narration qui est un peu en miroir de celle des personnages, qui à partir du moment où ils n'ont plus le choix, quoi, où on sait qu'ils vont devoir débiter les cadavres s'ils veulent s'en sortir, et que lui, à partir du moment où il a caché une fille, ça peut pas bien se finir pour lui, quoi. Le film prend la direction de la tragédie et les personnages suivent une partition et du coup, tonalement, le film fait le choix de ne pas dévier d'un ton, on va dire, très, très premier degré, quoi. Et il ne se permet plus justement ces ruptures du ton qui sont très astucieuses lors de la première partie, mais qui servent vraiment à mettre en place les pions, quoi, on va dire. Encore une question, et après, c'est à vous, hein, bien évidemment, vous êtes là aussi pour travailler un petit peu, c'est tout à fait normal. Non, je ne dis pas une dernière question, parce que peut-être que je rebondirai après, mais c'est très étonnant ce film, parce qu'au niveau de son dispositif scénaristique, mais aussi filmique, c'est-à-dire que j'ai cette sensation que la première partie, jusqu'à l'arrivée des migrants, l'intégration des migrants dans le film, il y a quelque chose de très élémentaire chez le cinéaste, c'est
comme si il faut passer par cela, il faut les créer, ces cases-là. Et quand il y a cette idée de cette histoire de brouillard, c'est un autre film qui commence, et là, je trouve vraiment, me concernant, un cinéaste. C'est-à-dire quelqu'un qui pense en plan. Alors que toute cette première partie, je vois le scénario qui s'étale, et c'est quelque chose qui peut-être ne m'intéresse pas. Et en même temps, je le soupçonne d'avoir travaillé de cette manière-là. Parce que ce brouillard dont vous parlez, il y a aussi quelque chose de fascinant, espèce de, je ne vais pas dire beauté, mais très particulier, qui à un moment ne renvoie pas à un genre qui est le fantastique, ne renvoie pas forcément à la contemporanité, non, renvoie à la grande histoire. Parce que la séquence où tous ces pêcheurs découpent ces migrants, les jettent dans l'eau, et toute cette séquence est vue à travers à un moment les yeux de cette migrante qui est rescapée. Donc nous, avec ce feu, ces couleurs, moi, tout de suite, c'est la Shoah, c'est exactement ça. Et je me dis, à ce moment-là, qu'ils se permettent d'ouvrir cette parenthèse entre parenthèses, bon, voilà, entre parenthèses, répétition, on n'est vraiment plus dans le fantastique, on est dans autre chose. Et j'ai l'impression que finalement, c'est aussi ça l'envie de ce cinéaste. C'est de pouvoir convoquer un genre et se permettre d'être un moment dans la marge. Et comme tous ces personnages qui sont tous dans la marge. Et ce rapport à la grande histoire qui est là est assez impressionnant, je trouve, dans ce film à ce moment-là. Oui, bah, disons que pour moi, c'est aussi lié à la cale, en fait. La façon dont la cale est filmée et dont elle est représentée, c'est-à-dire cette espèce de carré, de cube absolument vide, qui est d'ailleurs complètement opposé à la salle des machines. En fait, c'est vraiment les deux lieux emblématiques de tout le film. Donc, la salle des machines, c'est un endroit chaud, avec énormément de désordre, avec énormément de tubes, de machines qui vont souvent être au premier plan, derrière lesquels les personnages peuvent se cacher. Et donc, en fait, lorsqu'on voit la cale, d'abord, on la voit du dessus avec les migrants qui sont tassés. Effectivement, ça peut renvoyer à l'image des trains et des juifs parqués dans les trains vers les camps, et puis après voire même de l'esclavagisme, voire de l'esclavagisme, et à partir de là, pour moi, donc en opposition à la salle des machines, vous avez effectivement cette cale qui, elle, est censée être froide, plus le fait que de fait les migrants à l'intérieur, même si c'était involontaire, sont morts par le gaz, ce qui n'est pas sans évoquer non plus ce genre, cette grande histoire. Mais pour aussi faire un lien, c'est pour ça que le film est intéressant, parce qu'on peut vraiment tisser énormément de liens, et en le voyant, cette histoire de cale, donc d'espace, qui est au niveau inférieur, même si géographiquement dans le bateau, j'ai l'impression que la salle des machines et la cale sont à peu près au même niveau. On a l'impression vraiment que cet espace froid et qui n'est filmé toujours que par une lumière qui vient d'en haut, contrairement à la salle des machines qui a là des ampoules, et donc on a l'impression que la cale est vraiment au sous-sol. Et en fait, ça m'a fait penser évidemment encore une fois à Parasite, et au fait qu'au début du film, la famille les protagonistes de Parasite sont en danger parce que l'eau monte, et qu'eux ils sont dans la cave, dans la cave de leur immeuble, et donc sont menacés par cette eau qui monte, comme finalement les migrants là sont menacés parce qu'il y a ce gaz qui fuit et qui va finalement les empoisonner. Après, aussi ce qu'il faut préciser en termes de grande histoire, c'est que le film s'inscrit aussi dans une grande histoire qui, pour nous, en fait, n'est pas immédiatement reconnaissable, mais pour un Coréen l'est instinctivement. Donc c'est la question des Sino-Coréens, qui est en fait donc une minorité ethnique en Chine, qui est je crois la 6e plus grande minorité ethnique en Chine, donc qui est reconnue par le Parti communiste chinois en tant que tel, et qui date de la fin du 19e, début du 20e. Donc à l'époque, il y avait une énorme migration de population coréenne en Mandchourie, pour tout un tas de raisons politiques dont on ne va pas forcément revenir maintenant, mais donc cette minorité existe encore. Donc il y a vraiment des enclaves de gens qui sont chinois par leur état civil, mais qui ont encore la culture coréenne et qui parlent encore coréen, et qui ont encore des liens avec la Corée. Et donc il y a une vague de migration, notamment depuis les années 60, depuis que pendant longtemps en fait la Chine
était très contente d'avoir cette minorité coréenne, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle s'est distinguée contre les Japonais. Mais depuis les années 60, c'est devenu de plus en plus compliqué. C'est même évoqué à un moment dans le film où un des migrants dit pourquoi nos frères coréens nous traitent encore pire que les Chinois. Et donc voilà, depuis ce moment-là, il y a des immigrés clandestins qui essaient comme ça de quitter la Chine en étant chinois et donc de rejoindre la Corée où ils se sentent plus à l'aise en tant que coréens, on va dire, culturellement coréens. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. Déjà, bonsoir à vous tous. Merci Bonsoir. de nous présenter ce film. C'est vraiment marrant parce qu'il y a quelques semaines, je suis tombé sur ce film-là de manière aléatoire. Et j'ai eu très envie de le voir et j'ai regardé un peu à droite à gauche et j'ai vu la séance. Je me suis jeté dessus. Moi, je trouve que le film, au-delà de son écriture que je trouve vraiment très intéressante, il est vraiment énormément sauvé par sa photographie. On parlait de la cale, la manière dont les lumières sont filtrées. Il y a aussi ça, parce qu'on parle de brume, mais on parle surtout de lumière. Ce qui est important dans la brume, c'est surtout de savoir gérer la lumière pour que nous, on puisse se spatialiser. Et même si on ne peut pas se spécialiser, que ça soit pertinent au niveau de la photographie. Bon. Et donc oui, je trouve que vraiment il est énormément aidé par sa lumière. Ça se voit que l'équipe de Bong Joon-ho et Bong Joon-ho lui-même sort de Snowpiercer, qui est sorti 1 an auparavant. Ça se voit dans sa photographie, ça se voit aussi dans ce que eux veulent raconter, parce qu'on n'est pas dans un huis clos, pas autant que Snowpiercer, mais on est dans quelque chose qui en ressort. Moi, mon interrogation, surtout vis-à-vis de ce cinéaste-là, qui, voilà, malheureusement, n'est plus vraiment présent, c'est qu'est-ce qu'il donnerait lui hors de cette équipe de Bong Joon-ho. C'est surtout ça ce que j'essaie de, on va dire, chercher ce cinéaste-là au-delà de l'équipe, du travail de Bong Joon-ho. Alors là, on revient à une problématique vieille comme l'histoire du cinéma, c'est-à-dire la question de quand un producteur qui est déjà un cinéaste influent et impose son équipe, est-ce qu'il n'aurait pas mis la main dessus et qu'est-ce que ça vaut? Bon, on va pas refaire des exemples, mais ça va de Howard Hawks sur La chose d'un autre monde à Steven Spielberg sur Poltergeist, en passant par Choi Ark sur l'histoire de fantômes chinois. Enfin bon, la liste est très longue. Donc c'est très difficile en fait de répondre à votre question. Alors, si ce n'est, je vais vous citer les propos de Shim Sung-bong qui revenait sur sa collaboration justement avec Bong Joon-ho. Il a été très clair dessus. Ils ont travaillé ensemble, main dans la main, déjà au niveau du script et de la production. Mais Bong Joon-ho, alors je sais pas, c'est toujours très compliqué. Est-ce qu'il dit ça par respect ou pour ou minimiser mais il disait que il l'avait totalement laissé réaliser, mais qu'il s'était assuré qu'au niveau de la production, rien ne manque. Après, il y a quand même 2 petites choses, c'est-à-dire que la manière dont il gère l'espace n'est pas tout à fait la même. Dans le cadre, n'est pas tout à fait la même que ce que fait Bong Joon-ho. C'est-à-dire qu'on reconnaît la patte esthétique du chef opérateur, clairement, dans l'écriture, les thématiques, etc. Après, vous avez une approche qui est beaucoup moins, qui est tout aussi graphique, mais elle va moins dans le baroque, on va dire. Si ce n'est dans la dernière partie, c'est-à-dire qu'on... Si je peux me permettre, elle est beaucoup moins architecturale, elle est C'est plus ça, naturelle dans la C'est ça. composition du cadre. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va moins jouer sur les lignes de fuite et la question du positionnement des personnages dans l'architecture. Si ce n'est à 2-3 reprises, mais sinon on est vraiment plus dans un traitement de la spatialisation qui est entre guillemets classique, mais qui est déjà assez impressionnant parce qu'il faut quand même arriver à rendre ça très lisible. Donc notamment en jouant sur les arrière-plans, etc., en présentant les différents compartiments au début, de manière à ce qu'après, dans le récit, on ne soit pas perdu, et avec un effet de symétrie qui va se retrouver, notamment, que ce soit au niveau de la cale, de la salle des machines, etc. Après, c'est vrai que moi, il y avait un mouvement de caméra qui m'avait beaucoup marqué, qu'on voit au début du film, parce que je trouvais ça élégant. En fait, voilà. Le terme exact, c'est que le film, il est quand même très élégamment filmé, et il est même, c'est dans son utilisation, notamment de la steadicam et des panoramiques. C'est le premier plan quand la fille arrive sur le bateau accompagnée d'un des pêcheurs et qu'à ce moment-là, vous avez un travelling
qui amorce, on va dire, la dynamique du duo Wang Hong et Dong Sik, donc qui sont plus ou moins les deux, on va dire, personnages lumineux du navire. Et ça, j'avais trouvé que c'était peut-être Bong Joon-ho n'aurait pas fait pareil en fait. Certes, vous avez je pense à la scène d'intro de Memories of Murder, avec justement quand ils effacent sans le vouloir les preuves de l'assassinat, etc. Donc et pareil, il y a un mouvement de steadicam, mais ça joue moins sur les ruptures de ton au steadicam que ce qu'on a ici en fait. Bong Joon-ho va justement, comme vous l'avez très bien dit, joue plus miser sur l'architecture à l'intérieur des cadres. Vous avez des éléments comme ça, mais après le film joue sur une mise en scène qui est beaucoup plus posée, on va dire, beaucoup plus claire que ce que pourra faire Bong Joon-ho. Par contre, il y a un élément moi qui me fascine, mais vu que c'est la première fois que je le vois sur grand écran, et je trouve que ça prend tout son sens sur grand écran. C'est le plan où la seconde femme chinoise sort de la salle des machines, et à ce moment-là, il y a le travelling est en continu, le mouvement de panoramique, pardon, plutôt est en continu, mais l'ambiance change à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que c'est amené de manière beaucoup plus harmonieusement, et on retrouve justement tous les migrants, la musique change, etc. Elle est beaucoup plus dramatique. Et alors, donc, ce qui fait que on va dire que voilà, si je devais faire la différence entre les deux, mais après, c'est qu'une supposition, et effectivement, il faudrait qu'il fasse un second film sans l'équipe de Bong Joon-ho pour confirmer. Mais disons que là, ça joue moins sur des ruptures de ton brutes que chez Bong Joon-ho. C'est-à-dire qu'à travers le panoramique et les travelling, il y a une manière d'harmoniser le changement dans la rupture de ton que ne fait pas Bong Joon-ho, qui est beaucoup plus dans la rupture de ton abrupte. Voilà. Mais après, c'est qu'une supposition. Voilà. En fonction de comment je le perçois, etc. Voilà. Comme j'ai dit, il faudrait un nouveau film sans l'équipe de Bong Joon-ho, sans lui à la prod, pour savoir ce que ça donnerait en fait. Voilà. Merci pour cette réponse. Je suis tout à fait d'accord. Le côté naturel rajoute énormément au film là où Bong Joon-ho. C'est même peut-être un défaut peut-être de la. Pour moi, enfin ça peut être un défaut comme une qualité, mais en général je trouve que Bong Joon-ho est trop détaché par rapport à ce qu'il filme. Ça se discute. Ça se discute, c'est pour ça. Ça se discute. C'est là où je trouve que c'est une force. Disons qu'il y a un côté chez Bong Joon-ho qui est beaucoup plus... alors surtout peut-être moins dans ces films, ces polars que ces films de SF. Mais disons que Bong Joon-ho, quand il fait principalement de la science-fiction, on est beaucoup plus dans la satire pure. Donc avec tout ce que ça suppose de caricature, etc., à la rigueur, moi, c'est assez marrant parce que c'est une dichotomie dont on parle très souvent, d'ailleurs, dans la réception de ses œuvres. C'est-à-dire qu'en général, il est assez apprécié. Enfin, globalement, c'est un cinéaste qui est apprécié. Il a eu des Oscars, une Palme d'Or, etc. Enfin, voilà, il est apprécié. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces cinéastes, j'ai remarqué, qu'il y a une dichotomie, un peu comme d'autres. C'est-à-dire on a tendance à plus encenser, ou du moins à valoriser à mettre en avant les films policiers, les drames sociaux qu'il a fait, que lorsqu'il fait de la science-fiction. Ça ne veut pas dire que ces films soient mal vus, au contraire, mais on a tendance un peu à minoriser. C'est-à-dire, je sais que par exemple, moi j'ai beaucoup d'affection pour son film Okja, mais je sais que globalement c'est son œuvre qui est pourtant assez bien notée, hein, que ce soit sur différents sites, par les critiques et tout. Mais je sais que c'est globalement un film qui est considéré comme assez mineur dans sa filmographie, alors que Bong Joon-ho le considérait comme son film le plus personnel, en fait. Il le dit lui-même, c'était un film qui était très personnel et tout, mais que du fait qu'il est sorti sur Netflix et tout, personne ne l'a vu, entre guillemets, en salle. Et ça, on a plus parlé du film par rapport à la shitstorm qu'il y a eu sur Netflix. Que, voilà. Après, je pense aussi qu'il y a un truc, c'est que chez Bong Joon-ho, vu que ses ruptures de ton sont beaucoup plus abruptes que ce qu'on vient de voir là, ça peut désarçonner, notamment en Occident, mais ça c'est peut-être moins dû à lui qu'une tradition du cinéma de genre, notamment même du cinéma asiatique tout court. Je pourrais donner un autre exemple d'un film qui est sorti cet été, même de ce qui se fait par exemple en ce moment avec le cinéma indien, qui a tendance, on va dire, à changer de ton. On va dire pour vous donner un exemple, j'ai vu un film qui s'appelait Jimmy, qui est un film, alors pour vous dire, c'est un récit introspectif. Je me permets ce petit tunnel, mais c'est pour expliquer justement.
sur un guerrier qui cherche à se sauver d'une maladie. Et où en fait, donc c'est un voyage très introspectif, sauf que le cinéaste va mélanger du survival, des trucs un peu psychédéliques, du drame social, et aussi des éléments très catégorie 3. C'est-à-dire très film d'exploitation, voire film de camp, de concentration et tout, et de manière totalement décomplexée en fait. Et ça, je peux comprendre que ça peut perturber et que ça crée une distance des fois. Ça aussi, puis aussi le fait que c'est un cinéaste, Bong Joon-ho, je pense aussi que la distance se crée aussi, paradoxalement, parce qu'elle est très dans l'emphase... comment dire, ça aussi c'est quelque chose qui est très asiatique et moins occidental, qui est très dans l'émotion poussée à son archétypale, qui est poussée à son paroxysme en fait. C'est-à-dire les potards sont souvent pensés à fond, surtout dans ces films de SF, mais pas que. Voilà. Oui, en fait, pour moi aussi une des différences entre Shim Sung-bo et Bong Joon-ho, ça va être, comme le disait Johan, dans le côté... disons que Bong Joon-ho va avoir une tendance clairement à aller vers la satire. Et je sais que quand je me renseignais sur le film, je voyais énormément en fait, de critiques qui le qualifiaient de film très cynique sur la nature humaine. Et je me disais que c'est quelque chose qu'on peut appliquer assez souvent au cinéma de Bong Joon-ho. Et je n'étais pas d'accord avec cet aspect-là. Parce que pour moi, Seafog, au contraire, en fait, déjà prend soin dès le début, quelque part, d'excuser. On peut même, je pense qu'on peut le dire comme ça, d'excuser ces personnages par avance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le disait Johan, le fait divers dont est inspiré le film, dont la pièce puis le film, se passait au début des années 2000, mais là ça a été restitué donc en 98, c'est-à-dire au plus fort moment de ce qu'on a appelé la crise du FMI en Corée. Donc pour s'en rentrer dans les détails, c'est un moment où l'économie coréenne, et de toute façon l'économie asiatique en général, est en train de se casser la gueule à cause, on va dire, des conséquences d'une bulle financière qui durait depuis des années. Et donc la Corée du Nord va demander, du Sud, pardon, la Corée du Sud va demander l'aide du FMI, qui va imposer comme condition pour accorder cette aide, de mener des politiques d'austérité extrêmement drastiques. Le problème, c'est que la crise en question n'était pas une crise qui se prêtait à des politiques d'austérité. Pas du tout. Tous les économistes l'ont dit. Le FMI a essayé de faire la même politique que ce qu'ils avaient fait pour l'Amérique du Sud 10 ans avant, ce qui avait eu un effet à moyen terme positif pour l'Amérique du Sud, mais ce qui a eu un effet absolument désastreux pour la Corée, ça a fait exploser le chômage, ça a complètement démantelé. Je crois que le FMI, par exemple, avait demandé que la Corée diminue de 50% son secteur bancaire quasiment du jour au lendemain. Et donc, en fait, lorsque le film convoque déjà cette crise du FMI, ça veut dire déjà les gens que vous allez voir, ce ne sont pas des gens attirés uniquement par l'appât du gain. Ce ne sont pas des gens qui vont se dire on va arrondir nos fins de mois en faisant du trafic de personnes. Ce sont des gens qui sont vraiment désespérés. Parce que c'est pour un Coréen, quand on évoque cette période-là, ça évoque vraiment le désespoir. Je crois qu'à l'époque, les suicides avaient augmenté de 50% en Corée du Sud suite aux politiques d'austérité. Donc quelque part, en fait, c'est un film qui va déjà dire on va vous montrer des gens qui ne sont pas parfaits, je veux dire qui ont des vrais défauts, mais ça reste des humains. Et jusqu'au bout, en fait, on va les caractériser comme des humains avec parfois des caractéristiques élémentaires qui vont être, comme on le disait, abstraites à la fin, où ils vont ne se résumer plus qu'à ça. Mais à l'origine de cette abstraction, la raison pour laquelle ils se retrouvent dans cette situation, ce n'est pas juste la nature humaine, c'est qu'il y a eu des circonstances politiques, sociales, économiques qui les ont menés là. Et en cela, je trouve que le film échappe quelque part au cynisme qu'on pourrait retrouver un peu plus volontiers chez Bong Joon-ho, qui a un peu plus tendance quand même à montrer des personnages qui, malgré leurs circonstances, quand même pourraient être meilleurs, même dans les circonstances où ils sont. Je vais juste dire que, après, c'est peut-être juste une opinion personnelle, mais j'ai l'impression que les personnages chez Bong Joon-ho sont plus archétypaux, comme vous disiez, mais du coup, que ça leur donne un côté plus virtuel, quoi. Là où il y a un regard plus à fleur de peau et plus... il y a un point de vue qui
lequel il y a davantage d'empathie, effectivement, dans Seafog. C'est très intéressant. Désolé encore de parler, si des gens veulent. C'est très intéressant parce que du coup, on revient sur un côté aussi. L'émotion qui est perçue dans ce film-là, elle est très forte, très importante, très voire bestiale d'une certaine manière, parce que c'est comme si chacun revenait à des instincts de survie, comme si c'était, sans même le vouloir, ramené à quelque chose, à une certaine violence primaire chez eux. Ça se voit beaucoup chez le capitaine et tout va être développé chez chacun. Vous parlez du fait que chacun est dans des cases stéréotypées. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, c'est le cas en soi, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement, il y a beaucoup plus de nuances qui se dégagent au fur et à mesure d'eux et on les voit pas non plus capables d'aller là où le film veut les amener. C'est surtout quand ils veulent démembrer, on les voit vouloir résister à ce sentiment de survie bestiale auquel ils sont amenés. On les voit vouloir dire non d'eux-mêmes, comme s'il y avait aussi cette part d'humanité qui se rebellait entre eux. Et vis-à-vis du contexte du coup politique de l'époque, je trouve ça hyper intéressant qu'il soit resitué dans les années 90, là où on est aussi sur une fracture au niveau de la Corée dans les années 90, et que le passage à l'an 2000 va être difficile. Et il va être difficile jusqu'à 2004, 2005, là où ça va globalement se ressortir. Et une dernière chose, c'est que je trouve que ce film aussi emprunte beaucoup au cinéma chinois des années 60. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Oui, juste une petite précision. Alors, je suis totalement d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a un moment, j'ai envie de dire, de flottement, ou du moins d'incertitude, entre le moment où ils découvrent les cadavres des migrants morts et le moment où ils les découpent. Là se pose la question pour eux, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et effectivement, il y a la solution que le capitaine leur impose et le fait qu'eux disent, est-ce qu'on peut vraiment faire ça ? Et puis après, il y a cette scène dans la cabine où ils sont en train de discuter et maintenant on va faire quoi ? Est-ce qu'on va juste se taire et continuer notre vie en ayant ce poids-là sur la conscience jusqu'au moment et ça va être en fait le mécanicien chef qui va craquer le premier, mais après tous les autres vont suivre et ça va être vraiment à ce moment-là qu'on va tomber dans une réduction, dans une abstraction de ce qui les caractérisait avant. Ils ne seront plus que ça, ou ils n'auront plus qu'un seul objectif. Donc encore une fois, le chef mécanicien, son seul objectif, ça sera rembourser sa dette envers les morts et leurs familles. Un des matelots, ça sera coucher avec la fille parce que c'est le seul qui n'a pas couché. Dans son esprit, c'est le seul qui n'a pas couché avec. Le capitaine, ça sera je dois sauver mon bateau. Ils ne verront plus que cela, ils ne seront plus motivés que pour ça. Mais effectivement, il y a ce moment de flottement, il y a cette question qui se pose entre la découverte des cadavres et le démembrement. D'ailleurs, ça me fait penser que ce côté abstrait, le film abstrait, c'est très carpenterien. L'idée qu'en fait, plus le récit avance, plus les personnages sont réduits à des figures iconiques, abstraits, et en fait, qui sont réduits à leur seule fonction, en fait. Il y avait aussi, mais ça, je crois que c'est aussi l'idée de tout ce qui est survival un peu fantastique, c'est-à-dire que souvent, c'est l'environnement qui fait ressortir. C'est très classique, hein, mais c'est l'environnement dans lequel évoluent les protagonistes qui va obligatoirement leur faire ressortir, les ramener, on va dire, à leurs instincts, leurs instincts les plus primaires ou leurs figures les plus abstraites en termes de convention cinématographique, que ce soit donc dans ce que vous venez de voir, ou que ce soit dans The Thing, ou etc., ou même The Mist, etc. C'est souvent en fait l'idée qu'en fait l'homme n'est rien face à la nature, quand bien même il y a un élément fantastique, extraterrestre, fantomatique et tout, mais il y a d'abord cette idée d'êtres humains qui sont perdus face à un environnement, à un élément de la nature qui est immense, que ce soit l'Antarctique ou que ce soit le brouillard, justement. Et c'est vrai que c'est intéressant ça, c'est-à-dire que je trouve que c'est un des rares films de ces dernières années qui a réussi peut-être à retrouver cette figure-là. C'est cette idée de l'homme face... cette espèce de huis clos fantastique dans lequel l'homme va finir par devenir une figure abstraite
à cause justement de cet environnement qui lui-même est abstrait et qui dépasse ses appréhensions de du monde qu'il connaît en fait. Et c'est vrai que modestement, on n'a pas c'est un film qui touche à ça quelque part. Alors pour en venir, parce que vous parliez d'influence du cinéma chinois des années 60, alors je vous avoue, ça va être très compliqué parce que tout ce qui concerne le cinéma chinois des années 60, je connais très mal. Donc ce serait difficile de vous le dire. Par contre, il y a je ferai bien le parallèle avec encore une fois une autre cinématographie asiatique qui est celle du Japon en fait. Mais encore une fois, on va retomber sur ce que j'ai dit en début de truc. C'est tout ce qui est le cinéma fantastique japonais des années 60. Parce que c'était, je pense, alors je ferai justement un parallèle avec Bong Joon-ho parce que en fait, il fait partie de cette génération de cinéastes, et lui-même le dit, qui a découvert le cinéma par le biais de télévision américaine, donc la télé qui était sponsorisée par Amé. Et il raconte en fait que parmi ses plus grands chocs, il y avait les films de la Hammer, notamment. Alors les films de la Hammer, qui étaient donc les films avec souvent réalisés par Terence Fisher, Roy Ward Baker, etc., et pas que. Donc qui étaient des relectures gothiques des grands monstres de la littérature gothique, mais transposés en couleur en général. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était souvent des films qui étaient des huis clos, par manque de budget et tout, mais qui utilisaient, on va dire, en fait, qui poussaient justement des archétypes de personnages, soit de barons, soit de monstres, etc., jusqu'à devenir des figures abstraites qui se résumaient justement à leur seule fonction. Et si je parle de ça pour après rebondir dans le cinéma japonais, c'est parce que dans le cinéma fantastique de studio de l'époque, que ce soit en Angleterre ou même au Japon, notamment avec tous les Yoregal, les films comme Onibaba, Kwaidan, etc., c'était souvent des films qui présentaient des figures qui, au fur et à mesure qu'on avançait dans la tragédie, étaient réduits à leur seule... Les personnages devenaient de plus en plus réduits à leur seule fonction. Alors là, c'est intéressant en plus ce que vous soulevez, dans la mesure où est-ce que c'est un trope hérité de ce cinéma-là, de ce cinéma fantastique de cette époque-là, ou est-ce que c'est plus généralement une construction dramaturgique, cinématographique qu'il a voulu appliquer et qui, de facto, fait écho à ce cinéma-là. Donc c'est intéressant. Voilà. Alors, moi, déjà, je tenais à vous remercier parce que je connaissais ni le cinéaste, ni le film, j'ai pris une claque monumentale. Je tiens à vous remercier de m'avoir fait découvrir ce métrage. Ensuite, je n'ai pas de questions, mais c'est plus une réflexion qui va se centrer plus sur le capitaine, qui effectivement, alors au début, tous les matelots sont montrés effectivement dans leur quotidien, mais on voit plus une grande famille, puisqu'ils sont même obligés d'abîmer le bateau pour sauver la vie de l'un qui, a priori, a fait une connerie, mais on lui en tient pas rigueur. On lui dit, t'as vu, t'as failli te faire mal, en gros. Enfin, donc on essaye vraiment d'humaniser les personnages, etc., et de les montrer dans une dimension, pour moi, je l'ai perçu comme quelque chose de familial. Après, il y a ce capitaine, il est très humanisé, il rentre chez lui, sa femme le trompe, il va en face du banquier qu'on ne voit même pas d'ailleurs. On voit juste l'épaule, il est pris par deux trois quarts d'eau, et lui, il est plein cadre, il lui dit non, vous êtes trop endetté, je ne peux pas vous donner d'argent, etc. Et après, je trouve que il disparaît, il n'est plus que rarement avec l'équipe. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans sa cabine, même quand l'autre amène une prostituée et qui lui dit il s'attend à ce qu'il ne soit pas là, il est là. Et jusqu'à devenir, il y a un plan moi, qui m'a fait halluciner, où on le voit un peu en mi-ombre, il est éclairé, il est dans l'ombre complètement, presque démoniaque, on va dire. Et il est tout le temps, quelque part aussi dans son mirador. Donc pour revenir à l'analogie qui a été faite avec la Shoah. Et sans arrêt, il n'y a que des incursions. C'est-à-dire que même quand il y a les migrants, qu'il y en a un qui se rebelle, tout l'équipage est sur le pont. Et lui, il va rentrer dans le plan, il va défoncer le gars, il va le jeter à la flotte. Et il y a plein de choses comme ça où en fait, je trouve qu'il est très vite sorti de l'équipe. Voilà. Et justement, je vais faire la jonction entre votre réflexion et ce que disait monsieur. C'est qu'à la base,
la première option qui avait été envisagée vis-à-vis du devenir de ce personnage, c'était qu'il fond littéralement dans le brouillard. Donc on aurait dû aller littéralement fantastique, il devait littéralement être une figure qui aurait dû, entre guillemets, au sens symbolique, fusionner avec le brouillard, au point qu'on aurait dû le voir disparaître littéralement dans le brouillard. C'était donc cette idée de menace omnisciente sur l'environnement, etc. Il aurait dû devenir une figure plus ou moins comme ça d'un point de vue purement symbolique. Et je rebondis en fait sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que sur l'aspect théâtral et brouillard. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec le cinéma fantastique japonais, mais c'était un cinéma qui était très théâtral et qui était tributaire des différents théâtres kabuki et no. Donc en fait, on revient encore une fois sur cette idée de réduire ça à un espace cynique, une scène de théâtre, dans lequel des artifices de mise en scène vont leur donner en fait une dimension entre guillemets cinématographique par la mise en scène, etc. Oui, et je pense que, comme le mentionnait Johan, à la base, le capitaine devait être identifié au brouillard, et ça a été en fait en retravaillant le scénario. Shim Sung-bo le dit ouvertement, ça a été en retravaillant le scénario avec Bong Joon-ho, que Bong Joon-ho l'a aidé à simplifier des choses et à ramener vraiment les personnages à leur essentiel. Ça a été en cours de réécriture qu'ils ont dit on va l'identifier avec le bateau. Et pour moi, effectivement, le fait qu'il puisse arriver, il puisse surgir de nulle part, même avant l'apparition du brouillard, comme vous le mentionnez, cette scène avec le migrant qui se rebelle et le capitaine qui arrive pour le tabasser, ça participe de ça participe de l'idée que lui peut apparaître à n'importe quel moment, parce qu'en fait, il peut surgir du bateau parce qu'il est le bateau. Et c'est vraiment... C'est un fantôme, mais il hante littéralement son navire et donc peut apparaître à n'importe où. Et c'est, comme vous le mentionnez, indiqué par la mise en scène. Ouais. Du coup, ce que tu me dis, ça me fait penser à un personnage auquel ce capitaine m'avait fait penser, qui est le personnage de capitaine, justement, dans le film Le vaisseau fantôme de Michael Curtiz, qui n'est pas très connu, mais qui est... que je vous recommande. Et du coup, voilà, c'est Gargi Robinson qui joue ce genre de personnage qui est lui aussi une crapule, mais qui a aussi un côté extrêmement charismatique. Voilà. Oui, alors je reprends la parole. Moi, il y a une lecture, en fait, non symbolique que j'aime bien faire de ce film, parce que c'est la deuxième fois que je le vois, et en fait, ça m'apparaît à nouveau. C'est-à-dire que je vais revenir sur deux axes et sortir d'une lecture strictement symbolique ou mythologique. Je ne sais pas si... Ah oui, ouais, c'est mieux, parce que là, oui, effectivement, si on ne m'entend pas pour l'enregistrement, c'est pas fou. Donc je reviens sur deux axes de façon non symbolique. Mais d'abord, la comparaison avec Bong Joon-ho, qui recoupe de toute façon avec mon deuxième axe, qui serait la façon dont le capitalisme est traité dans le film. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Moi, ce qui est intéressant dans le parallèle avec Parasite, en particulier sur la gestion de l'espace et sur ce que ça raconte effectivement du capitalisme, c'est que Parasite, là où, avec le temps, j'ai eu un problème avec le film, c'est qu'il est parfait. Il est parfait au sens où il n'y a pas un plan qui ne soit pas à sa place, qui ne soit pas parfaitement pensé, qui ne fasse pas sens, et qui, justement, dans une vision symbolique, donne une densité évidente tout au long du film. Et donc, il n'y a pas un pet de gras, et en fait, les 2 heures, ou je ne sais plus combien de temps dure le film, passent comme une ligne, quoi. Et je crois que c'était Jackie Goldberg des Arocs qui avait dit ça, qui disait finalement, chez Bong Joon-ho, Parasite, c'est un peu paradigmatique, mais c'est vrai dans ses autres films, ce qui manque, c'est ce chaos, ce manque justement qu'on peut avoir dans des films comme Sea Fog, qui est indéniablement moins abouti que Parasite. Et pour autant, je le trouve presque plus attachant dans justement cette façon de faire ressurgir des plans qui, de façon picturale, sont esthétiquement très très riches. Et c'est vrai que c'est au milieu de scènes qui, comme tu le disais Samir, laisse le scénario un peu se dérouler, et puis au milieu de la scène il y a comme une espèce de cadrage, une façon, il y a un plan avec un moment dans la salle des machines, il y a l'ampoule qui est sur la gauche, et puis il y a de la vapeur qui ressort à droite, et puis eux qui s'embrassent au milieu, ou je sais plus quoi.
il y a une façon de cadrer qui est par instant, qui donne justement, j'ai l'impression, cette part de chaos qui va un peu avec le côté brinque-ballant de comment est-ce que le film devient, comme tu dis, Johan, de plus en plus abstrait, j'allais dire, en fait, qu'il se laisse contaminer lui-même par le genre. Et je finis juste sur le capitalisme, c'est que tu disais également, Johan, que dans Parasite, c'était exploité plus frontalement. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que la façon dont, à 2 titres, Seafog est beaucoup plus, mais dans ce qu'on voit dans le plan, est factuellement plus proche du réel, c'est les transactions monétaires. Ça arrive 3, 4, 5 fois. Il y a des occurrences où on voit des gens qui s'échangent de l'argent. Et la façon dont, petit à petit, les personnages deviennent des corps. Et c'est là où j'ai une vision non symbolique. Je me dis vraiment de façon hyper premier degré et frontal, le fait même de présenter l'humain comme un corps qui doit résister en permanence face aux éléments, mais aussi évidemment face au système qui les a mis dans ces conditions-là, et ben c'est pas si comment dirais-je, minimaliste en fait comme projet. J'y répondrai juste, je suis pas tout à fait d'accord avec Jackie Goldberg sur le chaos, parce que pour moi il exprime très clairement Bong Joon-ho, mais c'est dans sa partie SF justement. C'est-à-dire que c'est sa partie SF. C'est, encore une fois, on y revient, dichotomie, machin et tout, et c'est paradoxalement celle qui freine un peu certains critiques. Mais pour moi, le chaos, c'est clairement sa partie science-fiction. Après, je suis assez d'accord, en fait, sur ce que tu dis sur l'aspect frontal de Seafog sur le capitalisme. C'est juste qu'après, au fur et à mesure, on va dire, on démarre dans cette première partie, elle est très présente. Mais à mes yeux, après, mais c'est pas un défaut, hein, je précise, c'est juste qu'au fur et à mesure, on va dire, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus évocateur et qui est beaucoup plus justement dans l'abstraction. C'est-à-dire qu'on part d'un constat social et une critique, mais ça ne veut pas dire qu'on le néglige. Ça veut simplement dire qu'elle embrasse quelque chose, qu'elle s'inscrit dans quelque chose qui touche à des considérations plus de l'ordre, justement, on a encore parlé d'abstrait, mais qui vont au-delà, on va dire, de notre contemporanéité, je ne sais pas si le terme est exact, pour toucher à quelque chose qui est beaucoup plus lié justement au fameux récit qu'on se dit, je reviens encore à Fogg, j'y reviens souvent, c'est justement l'histoire au coin du feu, en fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais je pense qu'aussi si l'aspect social et critique marche, c'est aussi parce que c'est un mélodrame. C'est un mélodrame qui est très candide, etc. Et il y a presque, je dirais, un côté un peu... Alors, Julien n'est pas là avec nous ce soir, mais il aurait voulu en parler, je pense. C'est presque un côté un peu Cameron. Parce que c'est quand même difficile de ne pas faire un parallèle avec Titanic, tout simplement. Voilà. Et juste, Aurélien, justement, sur ce que tu dis, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que le film, en fait... Je ne sais pas s'il y arrive. Moi, j'ai l'impression qu'il boite plus qu'il n'y arrive de façon parfaitement homogène. Mais le fait même qu'il le tente, c'est qu'il essaye de réconcilier 2 cinémas. Ah, mais bien Moi, sûr. je trouve ça quand même un geste tout très, à fait. très mais c'est une des raisons qui font que le film marche. C'est qu'il réconcilie, et en plus, par la mise en scène qui est organique. C'est-à-dire que vous avez des plans qui sont très naturalistes, qui auraient pu très bien être dans n'importe quel autre type de film social et tout. Mais le fait qu'il soit en scope, ça paraît bête, mais le fait qu'il soit en scope et qu'il soit dans une cinégénie qui est beaucoup plus inspirée du cinéma classique, etc., romanesque. J'insiste sur le terme romanesque parce que c'est un film très romanesque. Ça crée en fait une fusion entre les deux. Et d'ailleurs, ça rejoint énormément ce qu'on disait, le basculement harmonieux d'un genre à un autre, par les travelling et les mouvements de caméra en fait latérales, les travelling et les panoramiques, qui font la jonction entre les 2 genres, de manière à ce qu'on passe de l'un à l'autre de manière fluide, sans qu'on ait l'impression qu'on est basculé d'un genre à l'autre, au sein même d'une même image. Voilà. Non, je voulais aussi rebondir sur la comparaison avec Parasite. Et en fait, je suis assez d'accord avec toi. Parasite a effectivement été un film clairement sur le capitalisme, mais le traité de façon assez abstraite avec cette maison qui était vraiment là pour présenter, et tous les plans chercher à illustrer ça, là où effectivement Seafog va avoir un côté beaucoup plus littéral en fait, je dirais peut-être moins
plus que frontale. Et ça va assez loin parce qu'en me refaisant du coup le film dans ma tête, la question de l'argent va jusque assez tard dans l'histoire, puisque la dernière mention de l'argent, si je dis pas de bêtises, est le moment où t'as un des matelots qui prend la suite du chef mécanicien qui est mort, qui a été tué par le capitaine, et un autre débarque et trouve le petit pactole et dit bah maintenant c'est à moi, et donc on voit des personnages qui, même à ce moment-là, même au moment où ils ont, sans le vouloir, mais ils ont quand même tué une dizaine de personnes, voire une vingtaine de personnes, ils les ont démembrés, leur chef mécanicien a disparu, mais ils ont quand même toujours et encore l'argent en tête parce que ça reste important pour eux. Et il y avait un autre détail sur la question en fait de ce que l'argent peut acheter, qui est évidemment le moment où le douanier ou la personne des douanes débarque. Et ce que j'avais pas vu donc à ma première vision, c'est que lui aussi a la même montre en or. De façon pour dire oui, tu m'achètes, tu me donnes l'argent, mais de toute façon tout ça est une comédie parce que j'ai déjà été acheté par ton commanditaire. Donc je suis juste là pour te soutirer un peu plus de blé, alors que voilà, ma paye, ma part du pactole, je l'ai déjà eu. Je terminerai dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le côté justement la fable qui dérive vers l'histoire justement contée au coin du feu, ce qui est assez marrant, c'est que ça culmine jusqu'à un dernier tiers, et en final quelque part ça fonctionne un peu comme, je dirais, le dernier tiers, justement, par les Dents de la Mer, parce que c'était une référence revendiquée, mais je pensais au récit de l'Indianapolis, dans les Dents de la Mer, où justement il y a cette idée qu'on va retrouver aussi chez Carpenter, c'est-à-dire l'idée de l'histoire au coin du feu, et qui en plus intervient dans un environnement qui est abstrait. Chez Carpenter, ils sont au coin d'un feu. Chez Spielberg, ils sont perdus dans la mer. Et en fait, on retrouve cette idée-là, encore une fois, de plus le récit avance, plus on arrive vers quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, en fait. Et quelque chose qui touche à la... Je ne vais pas employer les gros mots, même si ça peut paraître un peu pompeux ou banal, mais à la nature humaine, en fait, tout simplement. La nature humaine, dans ce qu'elle a de plus primaire, etc., et de son besoin de se raconter, en fait, des histoires. Et en fait, le film, quelque part, Fogg touche à ça, en fait, mais de manière appliquée, en fait, à travers justement le basculement du récit dans le fantastique. On parlait de théâtre japonais tout à l'heure. Ce que je trouve très intéressant par rapport au théâtre, c'est que ce film-là, le théâtre ne peut pas gérer son cadre. Il peut le faire, mais très difficilement. On l'avait souligné tout à l'heure, c'est qu'il y avait beaucoup de panoramiques au début du film. La caméra qui allait se balader entre la terre ferme, le navire, et toutes ces choses-là. Et plus le film avance, plus le cadre est resserré. Là où le théâtre ne peut pas le faire ressentir. Et voilà, donc je trouve ça vraiment super intense. C'est pour ça que le cinéma est vraiment trop bien. Et mis à part ça, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, c'est bon. J'ai trouvé le film, on revient sur par rapport à Bong Joon-ho, très vertical, que ce soit la cale, qui est, comme on l'a dit, la caméra va vraiment descendre sur la cale. Là où est le capitaine, le commandant, il se trouve, on a beaucoup de plans en contre-plongée, on va le voir, et on revient sur aussi des allégories sur le capitalisme, parce qu'il est au-dessus de son équipage. Et pendant de longs moments dans le film, ces ordres ne vont pas être discutés. Comme si lui suit des ordres et eux doivent suivre ses ordres. Il y a cette hiérarchie vraiment très importante dans le film qui nous fait comprendre beaucoup de fois, que ce soit par sa mise en scène, mais surtout ça revient dans ses dialogues. Et ce que je trouve que ça emprunte énormément au cinéma de Bong Joon-ho, c'est cette verticalité qui, au fur et à mesure du film, va devenir plus horizontale, parce que tout le monde va se retrouver au même endroit. On va se retrouver à pied égal, en fait, par rapport à cette histoire de mort sur le bateau. Et cette inégalité verticale va se retrouver quand ils vont devoir se confronter entre eux. Et donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, alors il y a quand même un détail que je trouve assez intéressant dans le film, c'est lorsque donc le héros
va amener la jeune migrante. Et je crois que c'est à ce moment-là où il lui dit, ça c'est la salle des machines, ici le chef c'est le chef mécanicien, même le capitaine le respecte. Il y a juste en fait cet endroit un peu chaotique où là il y a une exception. Là, si à partir du moment où le chef mécanicien dit c'est ok, elle peut rester, ça veut dire que le capitaine n'a plus son mot à dire. C'est quelque part, c'est pas un aspect qui finalement est très très exploité par la suite, mais le fait que ce détail soit là, j'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Oui. Pour compléter, du coup, c'était par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a une lumière immanente dans la salle des machines, alors que par exemple la cale, c'est une lumière verticale, et ça participe un peu de ce propos-là, quoi. Oui, et d'ailleurs, lors de la séquence d'action à la fin, un des premiers réflexes, c'est de casser justement les ampoules de la salle des machines et de la rendre en fait similaire à ce que va devenir la cale, c'est-à-dire en fait un lieu de violence et d'agression les uns envers les autres. Il y a vraiment cette idée que cet endroit, va dire presque en fait cette utopie quelque part de la salle des machines où il fait chaud, où on peut venir faire un peu ce qu'on veut, voilà, parfois de façon très romantique, parfois de façon beaucoup moins, cette espèce d'utopie ou on va dire d'endroit complètement chaotique devient la proie de la violence et de l'agression, à l'instar de la cale. Et en fait pour moi c'est quelque chose en fait que je trouve assez intéressant, c'est une idée que le film va mener jusqu'à sa fin, avec l'idée que ce qu'ont connu les deux protagonistes dans la salle des machines ne pourra pas survivre à ça. C'est-à-dire que ils peuvent avoir ce moment d'amour dans la salle des machines, mais lorsqu'ils reviennent à terre, on comprend bien qu'elle ne peut pas rester avec quelqu'un qui, même s'il l'a sauvée, a contribué à démembrer des gens avec qui elle voyageait. Et donc elle le remercie et puis elle s'en va faire sa vie, parce que l'idée que lui pouvait avoir, qu'il se marierait et qu'ils auraient beaucoup d'enfants, c'était un conte qui marchait lorsqu'ils étaient en mer et lorsqu'ils étaient en danger, mais pour elle, en y réfléchissant 2 secondes, on sait très bien que c'est juste pas possible. Et c'est la chose dont il prend finalement conscience à la toute fin, dans le restaurant, avec juste ce très simple chant contre chant. On va continuer cette conversation hors champ, comme on dit. En tout cas, merci beaucoup, Johan Orzulik, Aurélien Noyer et Anaïs Verlet, d'être venus tous les trois pour nous avoir proposé ce film, Seafog, et d'en avoir parlé. Vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous trois. Merci de nous avoir invités, Samir. Merci beaucoup. Merci d'avoir invité. Merci à vous d'être Et voilà, et merci aussi à la qualité de vos interventions. Mais bon, ça c'est un pléonasme, on est au Club de l'Étoile. My three good companions, just my rifle, pony and me.